putschiste, le capitaine Aya Sanogo, entouré de plusieurs hommes de rang. Eh bien, cette déconvenue politique, vous l'aurez tout à l'heure, l'effet surtout avec Patrick Zorbekal, tandis que Prosper Bemba Matembe vous parlera justement des difficultés de la communauté internationale à trouver donc des solutions idoines pour pouvoir endiguer les conflits dans le monde. Et puis, le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, qui suit de très près cette actualité africaine, se trouve toujours à Londres, où il prend part donc aux discussions sur le climat et la sécurité au XXIe siècle dans le monde. Il en a profité justement pour recevoir de très importants hommes ou responsables du gouvernement de David Cameron. Dans cette édition d'information, nous vous parlons également de toutes les manifestations inhérentes à la journée internationale de l'H2O. Il s'agit ici de l'eau et nous irons tout droit dans le Komomonda, dans un village appelé Zamaligé, où nous allons voir effectivement les difficultés éprouvées par les populations à pouvoir se procurer cette denrée qui est de l'eau potable pour la vie. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur Gabon Télévision. Vous le savez déjà, très tôt ce matin à 5 heures, heure locale du Mali, l'on annonçait une instabilité institutionnelle. Cette instabilité institutionnelle qui a été dénoncée très tôt et qui, ma foi, met en exergue une vingtaine d'officiers ou plutôt de militaires maliens avec à la tête un capitaine, un certain Aya Sanogo, qui est entouré de plusieurs hommes de rang, et cette vingtaine de militaires s'est emparée ce matin du pouvoir à 5 heures locales. Alors, Patrick Zorbekal, on peut dire, sans risque de se tromper, que la tension était presque perceptible avec ces fronts, plusieurs fronts qui se sont ouverts au nord du Mali par plusieurs rébellions également. Mais cette déconvenue, présentement, quelles explications ont fondé une telle aventure, sachant bien sûr qu'elle peut avoir des conséquences multiples? Alors, Mathieu Koumba, vous faites bien de le signaler. Depuis quelque temps, l'armée malienne avait donc essuyé plusieurs revers dans le nord-est du pays. La prise de plusieurs villes, et non les moindres, qui sont tombées aux mains des rebelles. On cite pêle-mêle les villes comme Tessalit ou Menaka, qui sont donc tombées aux mains de ces rebelles, ont créé un véritable traumatisme au sein de l'armée malienne, plongeant cette armée dans une véritable tourmente, au point que, depuis quelque temps, des militaires, notamment des hommes de rang, se plaignent de la gestion de ce dossier par le gouvernement et par le président Amadi Toumani Touré. Résultat des comptes, hier, on apprenait vers 5 heures ce matin, à 5 heures du matin, on apprenait donc un groupe d'hommes de rang ayant à leur tête le chef de la junte, le nouvel homme fort du pays, qui s'appelle le capitaine Amadou Aya Sanogo, qui se dit être à la tête du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État, a donc pris le pouvoir ce matin à Bamako. Officiellement, d'après les premières déclarations de leur porte-parole, le lieutenant Sanogo, la plupart de ces militaires, de ces mutins, qui sont partis du camp de Kati, qui est situé à 15 km du palais de Kolobu, le palais présidentiel, disent avoir déposé le président ATT pour, disent-ils, fustiger son incompétence et sa mauvaise gestion du dossier Touareg, notamment de la rébellion du Nord, qui sévit depuis plusieurs mois dans le pays et qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, a infligé plusieurs revers aux militaires. On sait par la suite que le président, depuis cette période, le président a été exfiltré hier soir. Il est détenu en lieu sûr dans un camp militaire qui est aux mains de l'armée des loyalistes. On n'en sait pas plus à l'heure qu'il est. Ce qui est sûr, c'est que
Mathieu Koumba, vous le disiez tout à l'heure, cette situation, le Mali était présenté comme un bon élève de la démocratie sur le continent. Arrivé au pouvoir en 1991, à la suite d'un coup d'État, le président Amadou Toumani Touré était revenu faire du ménage dans la maison. Il avait remis de l'ordre afin de transmettre le pouvoir de manière pacifique au président Alpha Omar Konaré. Il était revenu par la grande porte en 2002. Aujourd'hui, c'est une situation de crise institutionnelle qui plonge ce bel État d'Afrique de l'Ouest dans l'expectative et la honte aux yeux de la communauté internationale. Merci Patrick Bekale pour cette analyse, et nous le disions également, cette instabilité institutionnelle est la énième dans le monde et principalement sur le continent africain. Et comme, pour reprendre les propos de Patrick Zorbekale, comme on le disait tantôt, le Mali était cité comme un exemple de démocratie en Afrique. Alors, Prosper Mbemba Matembe, cette récurrence d'événements tout à fait désagréable au bon fonctionnement des États, dénonce ici quand même, il faut le dire, les difficultés des institutions internationales, justement, à trouver des solutions efficaces visant soit à réguler, voire à juguler les conflits dans le monde entier, principalement sur le continent africain. Oui, Mathieu, disons que le Mali est aujourd'hui secoué par un coup d'État. Hier, c'était des bouleversements sociaux en Tunisie, l'Égypte et la Libye. Les politologues y ont vu des prémices d'un printemps arabe. Présentement, la guerre civile sévit en Syrie et des foyers de tension persistent en République démocratique du Congo. Autant de conflits, voyez-vous, Mathieu, qui plombent aujourd'hui le bon fonctionnement régalien d'un ensemble des pays du globe. Tous ces pays font partie de l'ordre mondial de sécurité, puisque regroupés au sein d'instances internationales telles que l'ONU, l'Union européenne et j'en passe. Alors, compte tenu de l'ampleur des désagréments causés à l'ensemble des peuples directement concernés par ces conflits, plusieurs interrogations s'imposent, notamment celles liées à la capacité de ces instances internationales à pouvoir apporter efficacement des réponses idoines à ces multiples foyers de tension. Pour des intérêts inavoués, la communauté internationale, qui se résume finalement aux 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, hésite à prendre des résolutions fermes et en temps réel. Au Mali, la rébellion s'est déclarée sous 3 fronts dès la chute de Kadhafi l'année dernière. Mais le mauvais management de ces velléités sécessionnistes a débouché sur un coup d'État. Par ailleurs, Mathieu, la scission du Soudan sous la bénédiction de l'ONU n'aurait-elle pas donné lieu à des visées sécessionnistes en Libye, tout comme au Mali? Et puis, quelle est la compétence de la communauté internationale par rapport à ces faits? Autant d'interrogations quant à l'efficacité de la communauté internationale à trouver des solutions idoines et en temps réel aux conflits qui menacent aujourd'hui la sécurité dans plusieurs régions du monde. Des régions où la paix n'est plus le bien le plus partagé. Voilà, vous nous faites état là justement d'un certain nombre de faits qui limitent ou encore qui obèrent certainement la volonté des institutions internationales à pouvoir résoudre donc les différentes crises. Mais Prosper, vu tout cela, qu'est-ce que vous pouvez proposer, ou plutôt que faire finalement pour arriver à juguler ces conflits, voire les éteindre complètement si on le peut? Très bonne question, Mathieu. Alors, la solution passe nécessairement par plusieurs étapes, dont la plus importante est la refonte du système des Nations Unies. Un système tant décrié et qui ne date pas d'aujourd'hui. Le général de Gaulle, d'illustre mémoire, en son temps, avait déjà trouvé un nom d'oiseau à l'ONU à l'aube de sa création au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, plusieurs voix s'élèvent sur la nécessité de réformer l'ONU. Des pays émergents tels que le Brésil, l'Inde,
la Chine ou l'Afrique du Sud, ne cessent de revendiquer l'élargissement du Conseil de sécurité de l'ONU à un ou à plusieurs pays émergents. Entre autres solutions, Mathieu, la mise en place de mécanismes efficaces devant permettre en temps réel à la communauté internationale d'intervenir partout où le besoin se ferait sentir, nonobstant le rempart que constitue la souveraineté nationale de chaque pays membre de l'Organisation des Nations Unies. Merci Prosper, loin de nous justement de faire la morale, mais simplement d'essayer d'esquisser, si vous voulez, certaines pistes de réflexion, pourquoi pas, et d'essayer également de mettre sur le plancher justement des critiques qui sont formulées ici et là dans le monde entier. Et voilà comment nous aboutissons justement à ces différentes analyses de Prosper Mbemba Matembe et bien entendu de celle de Patrick Zorbokale qui vient de nous restituer ici les faits de cette déconvenue politique au Mali. Je vous le disais que le chef de l'État Ali Bongo Ondimba est toujours à Londres où il suit de très près justement cette actualité politique africaine. Eh bien, à Londres, le président de la République gabonaise a reçu hier en audience John Ashton, le représentant spécial du gouvernement britannique auprès du ministère des Affaires étrangères, chargé des questions liées donc au changement climatique. Au menu des discussions, ces questions de développement. Bienvenue Miko et Armand Mopende de la presse présidentielle nous donnent les détails de cette information. Autour du chef de l'État, deux des principaux éléments de sa garde rapprochée en charge de l'environnement, mais aussi le ministre des Affaires étrangères, avec le représentant spécial du gouvernement britannique auprès du ministère des Affaires étrangères chargé des questions Afrique liées au changement climatique. L'occasion était propice à la redynamisation des échanges entre Libreville et Londres. The debates that you're having in Gabon and the debates that we're having in the UK are not fundamentally different. Le discours que vous tenez au Gabon et celui que nous avons en Grande-Bretagne ne sont pas fondamentalement différents s'agissant des questions environnementales. Je crois qu'ensemble, nous devons évoluer dans le débat et davantage échanger d'expériences. Nous devons élever le niveau de notre ambition commune pour une meilleure gestion des forêts, dans le but d'apporter une valeur ajoutée à l'investissement économique du Gabon pour un développement responsable. L'échange de la capitale britannique se tient dans la foulée du dialogue sur le changement climatique et la sécurité. Londres et Libreville témoignent manifestement ici d'une volonté commune et évidente de raffermir leurs relations dans l'intérêt des peuples gabonais et britanniques. L'H2O, appelé communément l'eau, célébré au Gabon également, à l'instar des pays du globe terrestre, eh bien, le point d'ancrage de cette manifestation ou de cette célébration, c'était bien sûr le village de Nzamaligé, situé dans le Komomonda, juste pas très loin de Ntoum. Eh bien, nous allons voir ce qui s'y est passé, puisque finalement, les installations hydrauliques de cette contrée ont été mises en service. Voici le reportage de Jean-Éric Nziengi Mangala et Félix Moudi Bangoy. L'eau source de vie est un slogan universel. Il a encore eu tout son sens à l'occasion de cette 19e journée qui lui est consacrée. Le thème national, accès à l'eau potable en milieu rural, cadrait parfaitement avec l'environnement choisi, le village Nzamaligé, à 12 km d'Ntoum, sur la route de Dongila. L'eau, c'est la vie. L'eau pour se baigner, l'eau pour laver, l'eau pour boire et hydrater le corps. Grâce au programme d'hydraulique rurale lancé par le gouvernement de la République, l'inauguration des infrastructures d'alimentation en eau potable de la localité de Nzamaligé succède à celle du village de Dongila, réceptionnée en 2011. Pour approvisionner Nzamaligé en eau potable, l'État a consenti 700 millions de francs CFA. Les travaux ont été confiés à l'établissement des techniciens de l'eau, ETE. Nous avons 2 forages. Le traitement de l'eau est assuré par un
dispositif est stocké dans un château d'eau métallique de 25 000 litres. Environ 200 branchements sont déjà réalisés et sont en attente de leur mise en exploitation. L'adduction d'eau potable en Nzamaligué rentre dans un vaste programme initié par le gouvernement de la République. Des ambitions en matière de bien-être social de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, dont la politique volontariste nous impose à redoubler d'efforts afin d'atteindre d'ici 2016 l'accès à l'eau potable pour tous les Gabonais. Le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, sous l'autorité de Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement Raymond Ndongsima, a décidé de satisfaire aux attentes des populations en choisissant ce thème, l'accès à l'eau potable pour le monde rural. Car à ce jour, seuls 30% de la zone rurale est couverte en système d'hydraulique villageoise, représentant ainsi 1300 forages équipés déjà réalisés. La 19e journée mondiale de l'eau est venue renforcer l'ambition du gouvernement de la République à atteindre les objectifs du millénaire pour le développement en amenant l'eau partout dans le Gabon. Restons toujours dans la contrée pour vous signaler que le village Nzamaligué est resté pendant des années importantes sans eau. Mais on va essayer de revenir justement sur le bien fondé de l'adduction d'eau en zone rurale au Gabon. Retrouvons nos reporters Jean-Éric Nzengi Mangala sur des images de Félix Modibangoye. Nzamaligué, village paisible de 1200 habitants, vient de bénéficier d'une ressource presque rare en milieu rural, l'eau potable. Le ministère du pétrole, de l'énergie et des ressources hydrauliques apporte la vie aux 1200 âmes qui peuplent le village Nzamaligué. James est un habitant de ce village. La vingtaine révolue, il nous démontre les changements opérés dans leur quotidien avec l'arrivée de l'eau potable. Ici, c'est où on prenait l'eau à boire. Là à côté, cette rivière, affluent du Como, qui servait pour d'autres besoins de la population. Où les femmes viennent laver, venez laver ici. On se baigne ici. Quand l'eau monte, il y a problème parce qu'il y a l'eau salée qui vient et ça ne mousse pas bien. Donc on a les problèmes. Si tu te laves avec le savon, tu vas te rendre compte que ta chevelure est blanche. Avant l'arrivée de cette seule pompe à motricité humaine, la vie était difficile, ici en Nzamaligué. Pour prendre une voiture, si aller en tout prendre l'eau et revenir, c'est dur. Et quand on a pas assez d'argent, un bidon vide, pour la transporter en tout, un bidon vide, c'est 500 francs. Et quand vous le chargez là-bas, parfois, les clandestins vous demandent 1000 francs le bidon. Conscient de tous ces défis à relever dans le monde rural, le gouvernement se donnait un challenge à travers un plan stratégique Gabon émergent d'ici 2020 pour l'hydraulique villageoise. Ce que nous faisons aujourd'hui pour Nzamaligué, nous allons le faire pour d'autres localités. Ça va être le cas pour Fokla, ça va être le cas pour Makatsa, ça va être le cas pour d'autres localités à l'intérieur du pays. Donc le choix est juste un clin d'œil au milieu rural pour dire que c'est vrai, le président de la République a mis énormément de moyens pour résoudre le problème d'alimentation en eau pour la ville de Libreville, mais il est aussi vrai que l'État s'attelle à trouver des solutions, à mettre en œuvre des travaux pour soulager les populations à l'intérieur du pays. La mise en service des installations hydrauliques de Nzamaligué a donc coïncidé avec la journée mondiale de l'eau pour le bonheur des populations. Il y a la joie. On n'avait pas l'eau. On a déjà l'eau potable partout. Il nous reste maintenant que le goudron. Sinon, pour l'eau, il y a la joie. On a l'eau partout, même dans les toilettes, même dans les chambres, on a de l'eau potable. Nous remercions Dieu, nous remercions le gouvernement, nous remercions encore davantage notre président de la République. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités politiques et administratives, des cadres et des notables de cette contrée.
Et la Société d'énergie et d'eau du Gabon, la SEG, se donne de nombreux défis pour renforcer justement l'adduction d'eau dans le pays. Elle était, cette société, en conseil d'administration ce jeudi. Eh bien, au nombre des investissements à faire, le renforcement du réseau des distributions d'eau et en électricité également, qui conduisent donc le budget 2012 à plus de 43 milliards de francs CFA pour ces différents investissements. On va voir tout cela avec Rodrigue Tessa Mwanga sur les images de Victor Mundunga. Ces assises se tiennent au moment où le Gabon, notre pays, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la journée mondiale de l'eau. L'ensemble des administrateurs étaient présents ou représentés à cette réunion. L'accès à l'eau, un des points évoqués, véritable casse-tête pour certains ménages à Libreville. Notre capitale est quand même l'une des mieux pourvues du continent. Puisque dans la plupart des cas, plus de 60% des habitants ont accès à de l'eau potable. L'État et la SEG sont en train d'y travailler pour pouvoir les réaliser dans les meilleurs délais, pour permettre à revenir à une situation que nous avons toujours connue à Libreville et qui était celle d'un service continu en eau 24 heures sur 24. En marge des opérations directement financées par la SEG, le renforcement des réseaux de distribution et la réalisation des branchements figuraient à l'ordre du jour. Nous observons déjà des améliorations très sensibles par rapport à une époque antérieure et les investissements que nous avons réalisés aussi bien dans les postes sources de Bellevue, d'Amboé, commencent à traduire leurs effets. Il faut savoir que, de surcroît, l'État est en train de construire dans le nord de Libreville un poste qu'on appelle le poste nord et qui devrait entrer en service d'ici la fin de l'année 2012 et qui va donner plus de souplesse à l'exploitation, c'est-à-dire qui va nous faciliter notamment les manœuvres pour pouvoir améliorer les conditions d'alimentation de la clientèle. Au cours de l'année écoulée, la SEG a poursuivi ses efforts en matière d'investissement. Les réalisations s'élèvent à peu près à 30 milliards de francs CFA contre 27 en 2010, un montant insuffisant au regard des besoins. Les sommes en jeu s'avèrent insuffisantes au regard des besoins. C'est-à-dire qu'il faudrait presque que nous doublions notre effort d'investissement pour faire face à l'ensemble des besoins, parce que nous sommes en face d'une demande, c'est-à-dire la consommation qui augmente de manière très importante, et il faudrait dégager des ressources plus importantes que nous ne pouvons malheureusement pas dégager compte tenu des limites de notre activité. Nous avons arrêté les comptes et puis convoqué l'Assemblée générale pour le 11 mai prochain. Le budget 2012 a été chiffré à 43 milliards de francs CFA. Rien à voir avec ce qui précède. Parlons à présent de la deuxième réunion des médiateurs d'Afrique qui a pris fin dans la capitale gabonaise. C'était ce mercredi, je vais dire, par un appel au renforcement des capacités des organismes de médiation de la sous-région. Voici les détails dans ce reportage de Célestin Nguema sur des images de Patrick Ngoma. La zone d'Afrique centrale compte aujourd'hui 4 institutions de médiation, celles du Gabon, du Congo, de RCA et du Tchad. Les 2 jours de travaux de Libreville ont permis aux participants de réfléchir davantage sur le fonctionnement optimal des médiatures d'Afrique centrale. À l'issue de ces assises, les médiateurs de la République gabonaise donnent son appréciation. Je lis à travers les messages que nous avons entendus et le comportement de nos frères de la zone d'Afrique centrale, qu'ils sortent satisfaits de la deuxième rencontre des médiateurs de la zone d'Afrique centrale. La mission du médiateur telle qu'elle a été décrite à travers les différentes interventions des uns et des autres commande tout naturellement que des moyens, non seulement par moyens, nous n'entendons pas seulement les moyens financiers, il faut également les moyens humains, des cadres de haut niveau capables de pouvoir véhiculer l'information de l'institution du médiateur de la République. Certes, il y a plus d'une décennie et demie que cette institution est créée dans notre pays au Gabon.
mais comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Une conférence de la nature de celle que nous venons d'avoir permet d'abord de savoir que nous ne sommes pas les seuls où cette institution est méconnue, mais que d'une manière générale, dans notre zone d'Afrique centrale, toutes dispositions doivent être prises pour que le plus grand nombre soit informé de l'existence et des attributions de cette institution. En attendant la prochaine réunion en 2013 en N'Djamena au Tchad, les médiateurs ont formulé à Libreville des recommandations visant à améliorer la lisibilité de leur rôle. Et puis nous partons au Conseil économique et social où le premier responsable de cette institution constitutionnelle s'est entretenu avec le nouvel ambassadeur du Turquie au Gabon, au menu de discussion justement la coopération bilatérale entre les deux pays. On va voir ce que nous a préparé Frédéric Alogo et Cessa sur les images de Yvette Okossa sur cette nouvelle. Le cercle des diplomates vient de s'enrichir d'un nouveau chef de mission diplomatique. Il s'agit du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Turquie. À peine 2 mois et demi qu'il se trouve au Gabon, son Excellence Ahmed Riza Demiré a entamé dès ce jour ses premières visites de courtoisie, à commencer par le Conseil économique et social, où il a été reçu par le président de cette institution, Antoine Depadou Mboumiakou. Ce qui a été intéressant pour moi lors de cet entretien, c'est que en Turquie aussi nous avons un conseil de maintenant, un conseil économique et social, mais j'ai eu ici l'occasion de comparer les deux institutions et je me suis rendu compte que leur fonctionnement, même si leur objectif était pareil, leur fonctionnement et leur composition étaient très différentes. Donc nous sommes face à deux expériences qui peuvent peut-être dans le futur se compléter, deux expériences différentes, mais toutes les deux aussi intéressantes l'un que l'autre. Autre sujet évoqué, la prochaine visite officielle du président Ali en Turquie courant 2012. Celle-ci se prépare et le diplomate turc s'y attelle activement depuis sa prise de fonction. Rappelons pour la circonstance que le Gabon et la Turquie entretiennent de très bonnes relations et une amitié profonde lie le président Ali Bongo Ondimba du Gabon et celui de la Turquie. Nous allons voir à présent cette action humanitaire que les médecins militaires gabonais ont effectuée au Congo-Brazzaville. Ils sont de retour depuis ce matin, ce jeudi à Libreville. Eh bien, ils sont donc spécialistes en soins intensifs. Patrick Simangoy les a suivis donc, ou les a vus arriver, descendre de leur avion revenant donc du Congo-Brazzaville. Les médecins gabonais ont rempli leur devoir, c'est ce que nous dira Patrick Simangoy dans ce reportage sur les images de Serge Nzingi Mabila. Parti à Brazzaville pour assurer les soins intensifs aux nombreux blessés victimes des explosions du régiment blindé de Mpila, l'équipe des médecins de la santé militaire gabonaise vient de regagner Libreville au terme d'une mission bien remplie. Le bilan est largement positif. Nous avons eu environ un peu plus de 800 cas que nous avons recensés, 800 cas qui sont passés dans notre antenne chirurgicale de campagne. Et sur les 800 cas, nous avons eu à peu près une vingtaine de cas au bloc opératoire. La mission gabonaise comprenait des chirurgiens, réanimateurs, anesthésistes, urgentistes, paramédicaux spécialisés en soins intensifs et blocs opératoires, ainsi que des ingénieurs médicaux. Ce n'est pas une catastrophe d'une telle ampleur, c'est les blessés. Les blessés, et c'était des blessés de tout type. Depuis le cuir chevelu, vous descendez, toutes les parties du corps étaient touchées. Et il fallait attraper soit un membre, soit une plaie opérée déjà par les collègues dans la foulée. Je rappelle que les confrères congolais ont fait un grand travail de triage. Le premier jour. Et notre arrivée a permis de reprendre certains malades qui étaient traités dans la précipitation. Et on a dû reprendre des cas tranquillement dans les règles de l'art.
Les services de santé militaire du Gabon rentrent au pays avec le sentiment du devoir accompli. Le message que nous pouvons lancer à la population gabonaise qui nous suit, c'est tout simplement leur dire qu'ils disposent dans leur pays, dans notre pays, effectivement, de cette santé militaire qui est prêt effectivement à assurer ses missions, notamment à l'intérieur du pays, donc dans le territoire national, mais également à l'extérieur. Parce qu'il y va de la crédibilité de notre pays, de pouvoir effectivement prendre présent chaque fois que nous se fait sentir, chaque fois de la nécessité, notre présence se fait sentir. Voilà toute chose qui confirme tout le crédit accordé à la santé militaire gabonaise, devenue une référence dans la sous-région et au-delà. La catastrophe de Mpila à Brazzaville reste un triste souvenir pour nos vaillants médecins qui ont su tirer leur épingle du jeu, sachant lier éthique du métier et professionnalisme. L'hôpital de campagne du Gabon, qui était installé au quartier Poto-Poto, n'a pas désempli. 15 jours durant, les médecins gabonais ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et puis retenez en plus bref que le tueur présumé des fusillades donc de Montauban et de Toulouse, qui était retranché dans un immeuble et a été donc tué ce matin par la police française. La police française, donc, après avoir encore essuyé des tirs nourris de ce tueur présumé, qui est de nationalité française, mais d'origine algérienne. Nous restons toujours à la base aérienne 01 du Gabon pour vous dire qu'une équipe a donc débarqué, une équipe humanitaire. Une autre équipe humanitaire a embarqué également en destination de Brazzaville au secours des frères congolais victimes de la catastrophe de Mpila. C'est un grand geste de portée humanitaire de l'association Djobussi, comme nous l'explique ici Patrick Simangoy et Serge Nzengi Mabila. Au terme de plusieurs semaines de collecte à Libreville, l'association Djobussi a réussi à remplir plus de 2 tonnes de matériel et autres biens de première nécessité destinés aux frères et sœurs congolais victimes des explosions de Mpila à Brazzaville. Le transfert des colis s'est effectué ici, à la base 01 de la capitale gabonaise. La nature de dons se compose de vêtements, de sacs de riz, du lait, du beurre, des produits de première nécessité. C'est ce que nous avons récolté, donné par des personnes de bonne volonté qui ont voulu appuyer notre action. Nous sommes passés dans les magasins, devant les grandes surfaces, avec nos chariots. Les clients ont passé de déposer leurs produits. Et nous avons pris vraiment 2 semaines une bonne chose. Je profite de votre antenne pour remercier tous ces grands magasins qui nous ont soutenus de l'eau, centre à faire, pré-import, Djobussi, voilà. La solidarité, Djobussi, c'est la solidarité, parce que c'est une maison habitée dans laquelle tous les membres, comme tels des fourmis, se sont mis en marche pour récolter une boîte de sardines et des vêtements pour justement nos frères sénisseurs de Brazzaville. Cet élan de solidarité exprimé par l'association Djobussi fait suite à l'action humanitaire positive posée par le chef de l'État dès l'annonce de la triste nouvelle. Son Excellence Ali Bongo Ondimba, on se souvient encore, a apporté à ce peuple frère du Congo 25 tonnes de médicaments, plus des médecins et du matériel technique dont le Congo avait besoin. L'exemple de l'association Djobussi devrait faire école. Voilà, nous restons toujours dans cette solidarité envers les personnes en difficulté. Cette fois, c'est à Libreville, avec bien entendu des entreprises de la place qui font une dotation donc aux personnes malvoyantes. C'était hier au siège de l'ANAC à ONG. Cette dotation comportait des denrées de première nécessité et du matériel didactique. Le reportage est de Jean-Raoul Mbadinga et Jean-Pierre Moussouani. Dotation grande et utile à cette frange de la population démunie pour avoir perdu la lampe, confrontée pour les 3 quarts à des conditions de vie difficiles.
dont le destin est pour la plupart du temps accroché à celui des autres. Geste grand et utile pour le Méridien et Mauve qui démontre au passage qu'elles ont aussi vocation d'être des entreprises citoyennes. On a eu aussi beaucoup de support de beaucoup de sociétés, entre autres RTL, Ascoma, Transservice, Tragage, UGB, Ecobank, Clean Pressing et aussi Move. Vivre aujourd'hui avec un handicap visuel, c'est certainement pas facile à vivre tous les jours. Ces équipements, et entre autres, il y a un ordinateur spécifique de braille, des cannes, des livres de braille pour apprendre, etc. Et aussi on a des denrées aujourd'hui alimentaires. J'espère que ça va vous aider à vivre mieux au jour le jour. Move est une société qui agit dans plusieurs actions, d'accord? Et nous nous comportons comme il se doit, c'est-à-dire en entreprise citoyenne. Au regard de la valeur de la dotation, les malvoyants ne sont pas restés insensibles à ce geste. Au nom de l'Association nationale des aveugles et amblyopes du Gabon, l'honneur m'est choix de prendre la parole pour vous remercier de l'attention toute particulière que vous portez à la personne aveugle du Gabon en lui octroyant ce don. Réunis au sein de l'ANAG, ses compatriotes ont émis 2 vœux, voir le Méridien offrir un emploi à un de ses membres, mais aussi le directeur général du Méridien devenir membre d'honneur de leur association. Une proposition qui a été bien accueillie. Alors vous suivrez tout à l'heure une déclaration du ministère de l'Enseignement supérieur, mais tout de même, avant de la suivre, je vous donne juste un complément sur ce communiqué. Le concours externe à multiples entrées graduelles à l'école supérieure, normale supérieure, est ouvert en L1 pour les titulaires du baccalauréat en licence professionnelle et en master professionnel en enseignement secondaire, respectivement pour les titulaires de licence, maîtrise et master des facultés ou d'autres diplômes admis en équivalence conformément aux dispositions de la loi 021/2011 du 4 février 2012. Et puis les manifestations en différé du 12 mars 2012, ça c'est dans la province du Moyen-Ogooué, eh bien c'est le secrétaire provincial du Parti démocratique gabonais pour le Moyen-Ogooué qui demande à l'ensemble des militants, les sympathisants et les responsables fédéraux de la province que les manifestations à la commémoration justement du 44e anniversaire du Parti démocratique gabonais devront se dérouler impérativement sur toute la province entre le 23 mars et le 8 avril 2012, conformément à la note d'orientation du secrétariat exécutif. Donc, toutes les fédérations sont invitées à se conformer à cette discipline. Et puis, la coordination de campagne du président candidat Maître Abdoulaye Wade invite les responsables et militants sympathisants du FAL, résidents à Libreville, à bien vouloir prendre part au grand meeting de clôture de campagne électorale qu'ils organisent ce vendredi 23 mars 2012 à 17h à l'esplanade de la mairie du 4e arrondissement. Le directeur général de l'environnement et de la protection de la nature convie l'ensemble des membres de l'état-major de crise désigné du 21 mai 2003 relatif donc à la préparation de la lutte contre la pollution des hydrocarbures et autres substances à prendre part à l'exercice qui se passera à la salle de réunion de la Direction générale de l'environnement et de la protection de la nature sise au 5e étage de l'immeuble général de l'immeuble du ministère des Eaux et Forêts ce vendredi 2012 à 8h. Encore un autre message, le président de l'Association des anciens parlementaires gabonais invite les membres de cette association à prendre part à la réunion de travail qui se tiendra ce vendredi à 16h au lieu
habituel de réunion 6 en face du collège Bessieux. Ai-je oublié quelque chose? Oui, naturellement, il y a encore un autre message. Dans le cadre de la célébration en différé du 44e anniversaire du Parti démocratique gabonais, les camarades, membres du bureau politique et le conseiller du distingué camarade président invitent les membres du Conseil national et les élus originaires du département de Divindo, de la commune de Makokou, à prendre part à une importante réunion qui aura lieu ce vendredi à 17h au siège de l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais, 6 au Carrefour Hassan. Madame, Messieurs, je voudrais simplement vous dire que ce journal a été préparé par la rédaction, toute la rédaction de Gabon Télévision. Merci à nos deux analystes et merci également à toute l'équipe technique de la réalisation de cette édition d'information et surtout merci à nos deux coordinateurs du journal, Paulin Siaki et Annabelle Chérel. Je vous retrouve prochainement pour d'autres informations et je vous souhaite déjà bonne soirée à tous.